À votre avis, quel est le genre littéraire le plus traître de tous? Cherchez pas 50 ans, je vais vous le dire, c'est le genre fantastique, tout simplement. C'est le seul genre littéraire qui te promet des trucs qui n'existeront jamais, et ça mérite au plus haut point. D'un côté, j'adore le fantastique, parce que tous les mondes qui lui appartiennent me font rêver, et me donneraient presque envie d'y vivre. Mais de l'autre, je déteste ce genre exactement pour la même raison, parce que j'ai beau tout faire, je ne trouve aucun moyen d'aller là-bas. Franchement, qui n'a jamais rêvé de se retrouver dans son univers imaginaire préféré? Quel fan de Star Wars n'a jamais voulu devenir Jedi? Quel lecteur du Seigneur des Anneaux n'a pas ressenti l'envie de prendre les armes pour aider Frodon dans sa quête? Autant de sentiments gâchés par une seule chose, la réalité. Cette réalité qui nous rend prisonniers d'un monde tellement chiant qu'il nous oblige à imaginer des histoires où il est possible de faire tout ce qu'on veut. Eh bien sachez qu'il y a un mangaka qui est allé encore plus loin, en imaginant une histoire dont le héros réalise le rêve de tous les fans du genre fantastique. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter Merken Awakens Romance. M. Atrema R, prononcé mère, dont la forme complète donne en français le conte de fées Éveille l'aventure. Nous devons ce manga à Nobuyuki Anzai qui se fit d'abord connaître grâce à un autre manga intitulé Flame of Rekka. Mère possède à son actif 161 chapitres, tous publiés entre mai 2003 et juillet 2006 dans le Weekly Shonen Sunday. Il dispose également d'un animé de 102 épisodes et d'une suite intitulée Mère Omega dont je ne parlerai pas dans cette vidéo. Le héros de Merken Awakens Romance est un collégien rêveur du nom de Ginta Toramizu. Et quand je dis rêveur, c'est pas juste qu'il s'imagine des mondes imaginaires quand il s'ennuie. Ah non, lui c'est vraiment le bon gros rêveur qui voit le même univers fantastique à chaque fois qu'il dort, à tel point qu'il est devenu persuadé que ce monde existe réellement. Mais un jour, une gigantesque porte apparaît de nulle part devant lui et un clown fantomatique l'invite à la traverser, ce qu'il fait avec les encouragements de sa meilleure amie Koyuki. Et voilà qu'il se retrouve en chair et en os dans le monde dont il s'est jusqu'ici contenté de rêver. Dans ce monde parallèle du nom de Mère Heaven, il rencontre Dorothy, une sorcière qui lui fait découvrir l'existence d'artefacts nommés Arms qui possèdent des pouvoirs surnaturels. Voulant profiter de la fascination de Ginta pour ces objets, elle lui promet de lui donner un des siens si elle accepte de l'aider à trouver un trésor, ce que Ginta fait naturellement sur le champ. Le trésor se trouve être lui-même un arme du nom de Babbo et à la grande surprise de Ginta et Dorothy, celui-ci possède une conscience et une personnalité propre. Et au vu de cette personnalité on ne peut plus prétentieuse, Dorothy préfère laisser Babbo à Ginta. C'est ainsi que Ginta commence à explorer Merhaven en compagnie de son bilboquet casse-couille, et en chemin fait la connaissance de Jack, un jeune paysan, Alvis, un garçon mystérieux, Snow, la princesse d'un des royaumes de Merhaven, et 2-3 autres gugus pour le support cast. Il apprend également qu'une organisation qui se fait appeler les pièces de l'échiquier tente de s'emparer de Merhaven par la force, et vous vous en doutez, la suite du manga raconte comment Ginta a décidé de les combattre aux côtés de ses amis. On pourrait décrire Mère comme une encyclopédie des contes de fées. Vous n'imaginez pas toutes les références qui sont faites aux différents piliers de la littérature enfantine. Pour n'en citer que quelques-uns, Dorothy porte le même nom que l'héroïne du magicien d'Oz, Snow et son statut de princesse sont évidemment pensés à Blanche-Neige, et je pense qu'il est inutile de vous dire à quel conte Jack fait référence, si je vous dis que son rêve est de faire grandir un haricot si grand qu'il touchera les nuages. Comme cette mythe! Et ça vaut aussi pour les antagonistes, chez qui on retrouve des inspirations très libres de Pinocchio, Alibaba, Réponse, Hansel et Gretel, le Capitaine Crochet et j'en passe. Bref, avec toutes ces références aux contes pour enfants, vous vous demandez peut-être comment ce manga peut intéresser des adolescents étant donné que c'est un shonen. Eh bien en fait, c'est parce que ces références n'ont pas d'influence sur le récit. Ginta a beau venir de notre monde, il ne fait jamais de réflexion du genre « Eh, mais je te connais toi! T'es pas un personnage de ce conte là? Mais si! L'histoire du roux qui vole en kidnappant des enfants et qui est poursuivi par un manchot qui lui-même est poursuivi par un gros lézard, c'est pas toi? » Du coup, on se retrouve avec un bon vieux shonen typique, avec de la magie, des combats, des mystères, des moments comiques, tragiques ou épiques, et c'est tout. Je crois que je viens de faire le tour du contenu de Mère là. En fait, l'histoire a beau être super prenante, elle est aussi vachement vide. S'il fallait qualifier Mère par un seul et unique mot, ce serait le mot intense. Ce manga est intense. Très intense. Trop intense. Vous voyez les champions du monde des arts martiaux dans Dragon Ball avec les combats en continu? Eh bien Mère a passé les 4 premiers tomes qui présentent les personnages, c'est 11 tomes de combats en continu sous la forme d'un tournoi, et un seul tome de climax et dénouement. En gros, Mère, c'est un peu comme Dragon Ball, mais en beaucoup plus court, avec certes d'autres qualités, mais aussi d'autres défauts que Dragon Ball. On va commencer par les qualités. En premier lieu, la richesse de l'univers qui est tout à fait digne de l'appellation conte de fées. On a les créatures fabuleuses, le contexte pseudo-moyenâgeux et les paysages qui sentent bon le fantastique. Avec un univers tellement travaillé, pas étonnant que Ginta ressemble à une pile électrique toutes les 2 pages et qui s'excite dès qu'il voit un truc nouveau. Oh putain, des rochers qui parlent! Oh putain, une fée! Oh putain, un tapis volant! Oh putain, une île dans le fucking ciel! Merken Awakens Romance, officiellement inspiré par Laputa, le château dans le ciel.
Une autre qualité de mer est le concept des armes qui est ultra poussé et diversifié. Non seulement il en existe 7 catégories différentes, mais même au sein d'une même catégorie, les armes sont uniques. Démonstration. Nous avons les Weapon Arms, qui sont des armes physiques allant d'une simple dague à une ancre de bateau. Les Nature Arms, qui contrôlent les forces de la nature, telles que la foudre, le feu, la glace, les plantes, le vent ou les cheveux aussi, ne me demandez pas pourquoi celui-là. Les Guardian Arms font apparaître une entité qui combat à la place du manieur, et c'est la catégorie la plus what the fuck. Un golem géant? Ouais, on va dire que c'est la base. Un esprit de l'eau? Un peu plus classe d'accord, mais toujours assez prévisible. En revanche, prépare-toi à te pisser dessus devant ça. Ensuite, on a les Darkness Arms qui jettent une malédiction sur l'ennemi au prix d'un effet secondaire proportionnel à la malédiction. Par exemple, un arme peut paralyser l'ennemi de peur et provoquer une vive douleur chez le manieur en contrepartie, ou alors, encore plus dangereux, un arme peut transformer l'ennemi en bougie humaine et le faire fondre au bout d'un certain temps, mais si l'ennemi trouve le moyen de briser la malédiction, c'est toi qui deviens une bougie et c'est toi qui crèves. Donc réfléchissez bien avant d'utiliser un Darkness Arm, ok? Sinon, il y a les Holy Arms qui servent justement à contrer les Darkness Arms ou plus simplement à guérir les blessures. Les Dimension Arms aussi permettent de se déplacer de manière plus ou moins instantanée, comme par exemple un tapis volant si vous voulez juste faire une petite promenade, ou alors carrément la bonne vieille téléportation pour éviter le licenciement si vous n'arrivez pas à l'heure au bureau dans les minutes qui suivent. Et enfin, les Ghost Arms qui ont la très raffinée capacité de transformer les corps humains en créatures dégueulasses qui n'ont rien à envier à Envy de Fullmetal Alchemist. Vous avez noté la blague? Envier, envy, jeu de mots... Bon ok, j'arrête les blagues téléphonées. Bref, tout ça pour dire qu'Anzai Sensei s'est vraiment donné à fond pour mettre au point l'univers de mer, et pour ça, je lui dis bravo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de bien dans mer? Ah oui, les Chara Design. Il est possible de mesurer le talent d'un dessinateur grâce à sa capacité à faire coïncider l'apparence des personnages à l'ambiance qu'il y a autour d'eux. En l'occurrence, Nobuyuki Anzai est un dessinateur de grand talent. Je dirais même que juste avec l'apparence des personnages, il est possible de dire dans quelle ambiance la scène se trouve. Voici un petit jeu avec la tête de Ginta pour que vous compreniez ce que je veux dire. Et on peut faire pareil avec plein d'autres personnages. Du coup, un univers ultra riche, des dessins saisissants et un système varié de pouvoirs, telles sont les médailles que l'on peut décerner à mer. Seulement, sur une médaille, il y a deux faces. Et en général, la deuxième face, elle est moins belle, ou au mieux moins digne d'intérêt. C'est parti pour les mauvais côtés de mer. Pour une fois, je ne vais pas critiquer le background. Chaque protagoniste en a suffisamment pour que l'on comprenne sa personnalité et sa motivation à combattre. Et en ce qui concerne les ennemis, on va dire que s'ils ont du background, c'est un bonus. En revanche, l'évolution des personnages est bien trop rapide et bien trop mal communiquée. Quand on pense manga de baston, on s'attend forcément à une progression de la force des personnages de manière à ce que les combats deviennent de plus en plus impressionnants. Sauf que dans Mer, la progression, on ne la voit pas. Les entraînements ne sont pas montrés, ou au mieux sont survolés, et les level up des personnages se résument à « Oh, un nouvel artefact. Et si je l'utilisais ?» L'évolution de Ginta en particulier est fade. En plus de pouvoir utiliser Babo soit comme un marteau, soit comme une masse d'armes, Ginta dispose de 8 perles magiques qui lui permettent de transformer Babo en lui donnant au passage différents pouvoirs. Le truc, c'est que Ginta obtient les perles aussi facilement que le joueur du grenier insulte un mauvais jeu. Je m'explique. Il gagne les 3 premières perles d'un coup, juste après avoir sauvé Snow. Il trouve la 4e un peu par hasard en libérant des fantômes prisonniers d'une caverne. On touche le fond avec la 5e qui lui est carrément donnée par le chef des antagonistes. La 6e arrive un peu sans prévenir au chapitre 144, l'air de dire « c'est bientôt la fin de l'histoire, faudrait peut-être penser à compléter la liste des perles ». Pareil pour la 7e juste avant la bataille finale. Et quant à la 8e, oh miracle, elle se trouvait sur le cadavre du dernier boss. Comme c'est pratique. Non sérieux, là c'est du foutage de gueule. Mais pour moi, la plus grosse erreur de ce manga, c'est ce mec, Alan. Je ne supporte pas ce personnage. Tout simplement parce que c'est un putain de gros flemmard. Il est censé être le plus puissant membre de l'équipe des protagonistes, ou du moins il est considéré comme tel pendant 2 bons tiers de l'histoire,
et pourtant c'est celui qui participe le moins au combat. Alors je vous rappelle que le but des héros c'est d'empêcher l'échiquier de ravager Merhaven. Alors est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi celui qui a vraisemblablement le plus de chances de vaincre ses adversaires refuse de combattre? Alors je suis d'accord que du point de vue de l'épicness, un type qui défonce son adversaire en 3 pages, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je suis d'accord aussi sur le fait qu'Alan n'est pas le personnage que l'on souhaite voir combattre en premier lieu. Mais quitte à ne pas le faire combattre, autant inventer une raison valable. Le coup de la malédiction avec corps de chien pendant 3 jours et corps humain pendant 1 journée. C'était un bon handicap pour le personnage le plus fort, il fallait la garder cette idée. Mais le coup du « je ne me battrai pas, je veux voir ce que vous valez tout seul », c'est de la merde en boîte. Réveille-toi abruti, vous affrontez des terroristes. Le moment est mal choisi pour vérifier que tes coéquipiers peuvent se débrouiller sans toi, alors va plutôt les aider pour augmenter vos chances de victoire. Et au passage, ils se sont plutôt bien débrouillés tout seuls jusqu'à ce que ta malédiction soit levée, non? Alors ton test, est-ce qu'il serait pas un peu complètement con des fois? Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de Mer? Niveau forme, ok, c'est un très bon manga avec lequel on s'ennuie pas une seconde, mais niveau fond, c'est pas ça. L'histoire ne repose sur rien de solide. Mer est juste le manga de baston type avec l'éternel combat manichéen entre le bien et le mal. Après, il faut reconnaître que contrairement à Dragon Ball, où les antagonistes ne s'intéressent qu'à détruire le monde sans plus, Mer possède une pseudo-morale écologique selon laquelle le mal existe à cause du comportement des humains. Cependant, il aurait fallu des fondations bien plus profondes que ça pour que cette morale ressorte de manière suffisante. Mais quoi qu'il en soit, allez quand même jeter un coup d'œil sur Mer, vous ne perdrez vraiment pas votre temps. Et voici justement 5 raisons pour vous en convaincre. Numéro 5, parmi tous les artefacts présentés dans ce manga, osez me dire qu'il n'y en a aucun qui ne vous fasse envie. Numéro 4, si vous êtes plutôt du genre à regarder les animés, allez-y. Les seules différences de celui de Mer avec le manga ne se limitent qu'à 4 malheureux fillers et à une fin alternative mais tout aussi crédible que la fin d'origine. Numéro 3, ce manga est tordant. C'est l'un des mangas qui m'a fait le plus rire alors que ce n'est même pas un manga comique. Il est même plus marrant que certains mangas comiques à mon avis, mais après, chacun ses goûts. Numéro 2, pour la 3e fois, les paysages et les caractères design sont magnifiques. Et numéro 1, pour une fois, le second rôle féminin n'est pas un personnage pourri. Je parle bien évidemment de Snow, et vous pouvez lui confronter n'importe quel autre second rôle féminin de n'importe quel autre manga de baston classique, elle les défonce toutes. Y compris ces 3-là. Bande de loseuses. Et ainsi s'achève mon analyse de Merken Awakens Romance. Je tiens à remercier Marvin de m'avoir prêté la série complète en version papier, parce que mine de rien, c'est plus facile à lire que sur ordinateur. Et je tiens à vous remercier vous qui avez regardé cette vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. Vous pouvez d'ailleurs me le dire en appuyant sur j'aime ou en laissant un commentaire. N'oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos, et que cliquer ici vous emmènera sur la vidéo précédente. Je vous dis à dans un mois pour la prochaine vidéo. Sur ce, à la prochaine!